Bonsoir. Ce soir, Marcel Proust a trempé sa plume d'écrivain dans les couleurs rouges et noires qui conviennent bien à cette heure tardive de la nuit. Sur le palier, Swann avait été rejoint par le maître d'hôtel qui ne se trouvait pas là au moment où il était arrivé et avait été chargé par Odette de lui dire, mais il y avait bien 1 heure déjà, au cas où il viendrait encore, qu'elle irait probablement prendre du chocolat chez Prévost avant de rentrer. Swann partit chez Prévost. Mais à chaque pas, sa voiture était arrêtée par d'autres ou par des gens qui traversaient, odieux obstacles, qu'il eût été heureux de renverser si le procès-verbal de l'agent ne l'eût retardé plus encore que le passage du piéton. Il comptait le temps, ajoutait quelques secondes à toutes les minutes pour être sûr de ne pas les avoir faites trop courtes, ce qui lui eût laissé croire, plus grande qu'elle n'était en réalité, sa chance d'arriver assez tôt et de trouver encore Odette. Et à un moment, comme un fiévreux qui vient de dormir et qui prend conscience de l'absurdité des rêvasseries qu'il ruminait sans se distinguer nettement d'elle, Swann, tout d'un coup, distinguait, aperçut en lui l'étrangeté des pensées qu'il roulait depuis le moment où on lui avait dit chez les Verdurins qu'Odette était partie. La nouveauté de la douleur au cœur dont il souffrait, mais qu'il constata seulement comme s'il venait de s'éveiller. Quoi ? Toute cette agitation parce qu'il ne verrait Odette que demain ? Ce que précisément il avait souhaité il y a 1 heure en se rendant chez Madame Verdurin. Il fut bien obligé de constater que dans cette même voiture qui l'emmenait chez Prévost, il n'était plus le même, et qu'il n'était plus seul, qu'un être nouveau était là avec lui, adhérent, amalgamé à lui, duquel il ne pourrait peut-être pas se débarrasser, avec qui il allait être obligé d'user de ménagement, comme avec un maître ou avec une maladie. Et pourtant, depuis un moment, il sentait qu'une nouvelle personne était ainsi ajoutée à lui, sa vie lui paraissait plus intéressante. C'est à peine s'il se disait que cette rencontre possible chez Prévost, de laquelle l'attente saccageait, dénuait à ce point les moments qui la précédaient, qu'il ne trouvait plus une seule idée, un seul souvenir derrière lequel il pût faire reposer son esprit. Il était probable, pourtant, si elle avait lieu, qu'elle serait comme les autres, fort peu de choses. Comme chaque soir, dès qu'il serait avec Odette, jetant furtivement sur son changeant visage un regard aussitôt détourné, de peur qu'elle n'y vît l'avance d'un désir et ne crût plus à son désintéressement, il cesserait de pouvoir penser à elle, trop occupé à trouver des prétextes qui lui permissent de ne pas la quitter tout de suite et de s'assurer, sans avoir l'air d'y tenir, qu'il la retrouverait le lendemain chez les Verdurins, c'est-à-dire de prolonger pour l'instant et de renouveler un jour de plus la déception et la torture que lui apportait la vaine présence de cette femme qui l'approchait sans oser l'étreindre. Elle n'était pas chez Prévost. Il voulut chercher dans tous les restaurants des boulevards. Pour gagner du temps, pendant qu'il visitait les uns, il envoya dans les autres son cocher, Rémy, le doge Loredan de Rizzo, qu'il alla attendre ensuite, n'ayant rien trouvé lui-même, à l'endroit qu'il lui avait désigné. La voiture ne revenait pas, et Swann se présentait le moment qui approchait, à la fois comme celui où Rémy lui dirait « cette dame est là », et comme celui où Rémy lui dirait « cette dame n'était dans aucun des cafés ». Et ainsi,
il voyait la fin de la soirée, une et pourtant alternative, précédée soit par la rencontre d'Odette qui abolirait son angoisse, soit par le renoncement forcé à la trouver ce soir, par l'acceptation de rentrer chez lui sans l'avoir vue. Le cocher revint, mais au moment où il s'arrêta devant Swann, celui-ci ne lui dit pas « Avez-vous trouvé cette dame ?» mais « Faites-moi donc penser demain à commander du bois. Je crois que la provision doit commencer à s'épuiser. » Peut-être se disait-il que si Rémi avait trouvé Odette dans un des cafés où elle l'attendait, la fin de la soirée néfaste était déjà anéantie par la réalisation commencée de la fin de la soirée bienheureuse, et qu'il n'avait pas besoin de se presser d'atteindre un bonheur capturé et en lieu sûr, et qui ne s'échapperait plus. Mais aussi c'était par force d'inertie. Il avait dans l'âme le manque de souplesse que certains êtres ont dans le corps. Ceux-là qui, au moment d'éviter un choc, d'éloigner une flamme de leur habit, d'accomplir un mouvement urgent, prennent leur temps, commencent par rester une seconde dans la situation où ils étaient auparavant, comme pour y trouver leur point d'appui, leur élan. Et sans doute, si le cocher l'avait interrompu en lui disant « Cette dame est là », il eût répondu « Ah oui, c'est vrai, la course que je vous avais donnée. Tiens, je n'aurais pas cru », et aurait continué à lui parler provision de bois pour lui cacher l'émotion qu'il avait eue et se laisser à lui-même le temps de rompre avec l'inquiétude et se donner au bonheur. Mais le cocher revint lui dire qu'il ne l'avait trouvé nulle part et ajouta son avis en vieux serviteur. « Je crois que monsieur n'a plus qu'à rentrer. » Mais l'indifférence que Swann jouait facilement quand Rémi ne pouvait plus rien changer à la réponse qu'il apportait, tomba quand il le vit essayer de le faire renoncer à son espoir et à sa recherche. « Mais pas du tout !» s'écria-t-il. « Il faut que nous trouvions cette dame. C'est de la plus haute importance. Elle serait extrêmement ennuyée pour une affaire et froissée si elle ne m'avait pas vu. » « Je ne vois pas comment cette dame pourrait être froissée, » répondit Rémi, « puisque c'est elle qui est partie sans vous attendre. C'est elle qui a dit qu'elle allait chez Prévost et qu'elle n'y était pas. » D'ailleurs, on commençait à éteindre partout, sous les arbres des boulevards, dans une obscurité mystérieuse. Les passants plus rares erraient, à peine reconnaissables. Parfois, l'ombre d'une femme qui s'approchait de lui, lui murmurant un mot à l'oreille, lui demandant de la ramener, fit tressaillir Swann. Il frôlait anxieusement tous ces corps obscurs, comme si, parmi les fantômes des morts, dans le royaume sombre, il eût cherché Eurydice. De tous les modes de production de l'amour, de tous les agents de dissémination du mal sacré, il est bien l'un des plus efficaces, ce grand souffle d'agitation qui parfois passe sur nous. Alors, l'être avec qui nous nous plaisons à ce moment-là, le sort en est jeté, c'est lui que nous aimerons. Il n'est même pas besoin qu'il nous plût jusque-là, plus ou même autant que d'autres. Ce qu'il fallait, c'est que notre goût pour lui devint exclusif. Et cette condition-là est réalisée quand, à ce moment où il nous fait défaut, à la recherche des plaisirs que son agrément nous donnait, s'est brusquement substitué en nous un besoin anxieux qui a pour objet cet être même, un besoin absurde que les lois de ce monde rendent impossible à satisfaire et difficile
à guérir, le besoin insensé et douloureux de le posséder. Swann se fit conduire dans les derniers restaurants. C'est la seule hypothèse du bonheur qu'il avait envisagée avec calme. Il ne cachait plus maintenant son agitation, le prix qu'il attachait à cette rencontre, et il promit, en cas de succès, une récompense à son cocher. Comme si, en lui inspirant le désir de réussir, qui viendrait s'ajouter à celui qu'il en avait lui-même, il pouvait faire qu'Odette, au cas où elle fût déjà rentrée se coucher, se trouva pourtant dans un restaurant du boulevard. Il poussa jusqu'à la Maison Dorée, entra 2 fois chez Tortoni, et sans l'avoir vu davantage, venait de ressortir du café anglais, marchant à grands pas, l'air hagard, pour rejoindre sa voiture qui l'attendait au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire. C'était Odette. Elle lui expliqua plus tard que, n'ayant pas trouvé de place chez Prévost, elle est allée souper à la Maison Dorée dans un enfoncement où il ne l'avait pas découverte, et elle regagnait sa voiture. Elle s'attendait si peu à le voir qu'elle eut un mouvement d'effroi. Quant à lui, il avait couru Paris, non parce qu'il croyait possible de la rejoindre, mais parce qu'il lui était trop cruel d'y renoncer. Mais cette joie que sa raison n'avait cessé d'estimer pour ce soir irréalisable ne lui en paraissait maintenant que plus réelle, car il n'y avait pas collaboré par la prévision des vraisemblances. Elle lui restait extérieure. Il n'avait pas besoin de tirer de son esprit pour la lui fournir. C'est d'elle-même qu'émanait. C'est elle-même qui projetait vers lui cette vérité qui rayonnait au point de dissiper comme un songe l'isolement qu'il avait redouté, et sur laquelle il reposait, sans penser, sa rêverie heureuse. Ainsi, un voyageur arrivé par un beau temps au bord de la Méditerranée, incertain de l'existence des pays qu'il vient de quitter, laisse éblouir sa vue, plutôt qu'il ne leur jette des regards, par les rayons qu'émet vers lui l'azur lumineux et résistant des eaux. Il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre. Elle tenait à la main un bouquet de cattléas, et Swann vit sous sa fanchon de dentelle qu'elle avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée, attachée à une aigrette en plume de cygne. Elle était habillée sous sa mantille d'un flot de velours noir qui, par un rattrapé oblique, découvrait en un large triangle le bas d'une jupe de faille blanche et laissait voir un empiècement également de faille blanche à l'ouverture du corsage décolleté où étaient enfoncées d'autres fleurs de cattléa. Elle était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée, quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés, elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, » lui dit-il, « n'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir, puis il lui dit « Surtout, ne me parlez pas, ne me répondez que par signe, pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droites les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc? J'ai peur que vous ne les perdiez. Je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. »
Mais lui, intimidé par sa réponse, peut-être aussi pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il avait pris ce prétexte, ou même, commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria « Oh non, surtout ne parlez pas. Vous allez encore vous essouffler. Vous pouvez bien me répondre par geste. Je vous comprends bien. Sincèrement, je ne vous gêne pas. Vous voyez, il y a un peu... Je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie avec ma main? Je ne vais pas trop fort. Je ne suis pas trop brutal. Je vous chatouille peut-être un peu. Mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Mais voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer. Ils seraient tombés. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même, sérieusement, je ne vous suis pas désagréable. Et en les respirant, pour voir s'ils n'ont vraiment pas d'odeur non plus, je n'en ai jamais senti. Je peux. Dites la vérité. Souriant, elle haussa légèrement les épaules comme pour dire « Vous êtes fou, vous voyez bien que ça me plaît. » Il élevait son autre main le long de la joue d'Odette. Elle le regarda fixement, de l'air languissant et grave qu'ont les femmes du maître florentin avec lesquelles il lui avait trouvé de la ressemblance. Amené au bord des paupières, ses yeux brillants, larges et minces, comme les leurs, semblaient prêts à se détacher ainsi que de larmes. Elle fléchissait le cou comme on le voit faire à toutes dans les scènes païennes comme dans les tableaux religieux. Et en une attitude qui sans doute lui était habituelle, qu'elle savait convenable à ce moment-là, et qu'elle faisait attention à ne pas oublier de prendre, elle semblait avoir besoin de toute sa force pour retenir son visage, comme si une force invisible l'eût attirée vers Swann. Et ce fut Swann qui, avant qu'elle le laissât tomber, comme malgré elle, sur ses lèvres, le retint un instant à quelque distance, entre ses deux mains. Il avait voulu laisser à sa pensée le temps d'accourir, de reconnaître le rêve qu'elle avait si longtemps caressé et d'assister à sa réalisation, comme une parente qu'on appelle pour prendre sa part du succès d'un enfant qu'elle a beaucoup aimé. Peut-être aussi Swann attachait-il sur ce visage d'Odette non encore possédée, ni même encore embrassée par lui, qu'il voyait pour la dernière fois, ce regard avec lequel, un jour de départ, on voudrait emporter un paysage qu'on va quitter pour toujours. Mais il était si timide avec elle, qu'ayant fini par la posséder ce soir-là, en commençant par arranger ses catléas, soit crainte de la froisser, soit peur de paraître rétrospectivement avoir menti, soit manque d'audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là, qu'il pouvait renouveler puisqu'il n'avait pas fâché Odette la première fois. Les jours suivants, il usa du même prétexte. Si elle avait des catléas, à son corsage, il disait « C'est malheureux, ce soir les catléas n'ont pas besoin d'être arrangés. Ils n'ont pas été déplacés, comme l'autre soir. Il me semble pourtant que celui-ci n'est pas très droit. Je peux voir s'ils ne sentent pas
plus que les autres? Ou bien si elle n'en avait pas? Oh, pas de Cattléya ce soir. Pas moyen de me livrer à mes petits arrangements. De sorte que, pendant quelque temps, ne fut pas changé l'ordre qu'ils avaient suivi le premier soir, en débutant par des attouchements de doigts et de lèvres sur la gorge d'Odette, et que ce fut par eux, encore, que commençaient à chaque fois ces caresses. Et bien plus tard, quand l'arrangement ou le simulacre d'arrangement des Cattléya fut depuis longtemps tombé en désuétude, la métaphore « faire Cattléya », devenu un simple vocable qu'ils employaient sans y penser, quand ils voulaient signifier l'acte de la possession physique, ou d'ailleurs le ne possède rien, survécut dans leur langage, où elle le commémorait à cet usage oublié. Et peut-être, cette manière particulière de dire « faire l'amour » ne signifiait-elle pas exactement la même chose que ses synonymes? On a beau être blasé sur les femmes, considérer la possession des plus différentes comme toujours la même et connue d'avance, elle devient au contraire un plaisir nouveau, s'il s'agit de femmes assez difficiles ou crues telles par nous, pour que nous soyons obligés de la faire naître de quelques épisodes imprévus de nos relations avec elle, comme avait été la première fois pour Swann l'arrangement des Cattléya. Il espérait en tremblant ce soir-là, mais Odette, se disait-il, si elle était dupe de sa ruse, ne pouvait le deviner, que c'était la possession de cette femme qui allait sortir d'entre leurs larges pétales mauves. Et le plaisir qu'il éprouvait. Et qu'Odette ne tolérait peut-être, pensait-il, que parce qu'elle ne l'avait pas reconnu, lui semblait, à cause de cela, comme il put paraître au premier homme qui le goûta parmi les fleurs du paradis, un plaisir qui n'avait pas existé jusque-là, qu'il cherchait à créer. Un plaisir, ainsi que le nom spécial qu'il lui donna, en garda la trace, entièrement particulier et nouveau. Maintenant, tous les soirs, quand il l'avait ramenée chez elle, il fallait qu'il entrât. Et souvent, elle ressortait en robe de chambre et le conduisait jusqu'à sa voiture, l'embrassait aux yeux du cocher, disant « Qu'est-ce que cela peut me faire? Que me font les autres ?» Les soirs où il n'allait pas chez les Verdurin, ce qui arrivait parfois depuis qu'il pouvait la voir autrement, les soirs de plus en plus rares où il allait dans le monde, elle lui demandait de venir chez elle avant de rentrer, quelque heure qu'il fût. C'était le printemps. Un printemps pur et glacé. En sortant de soirée, il montait dans sa Victoria, étendait une couverture sur ses jambes, répondait aux amis qui s'en allaient en même temps que lui et lui demandait de revenir avec eux, qu'il ne pouvait pas, qu'il n'allait pas du même côté, et le cocher partait au grand trot, sachant où il allait. Eux s'étonnaient, et de fait, Swann n'était plus le même. On ne recevait plus jamais de lettres de lui où il demanda à connaître une femme. Il ne faisait plus attention à aucune. S'abstenait d'aller dans les endroits où on en rencontre. Dans un restaurant à la campagne, il avait l'attitude inverse de celle à quoi, hier encore, on l'eût reconnu et qui avait semblé devoir toujours être la sienne. Tant une passion est en nous, comme un caractère momentané et différent, qui se substitue à l'autre et abolit les signes jusque-là invariables par lesquels il s'exprimait. En revanche, ce qui était invariable maintenant, c'était que, où que Swann se trouvât, il ne manquait pas d'aller rejoindre
Odette. La suite, c'est à vous de lire maintenant. À la recherche du temps perdu. Bonne nuit.